Bon, je propose qu'on commence parce que je pense que tout le monde est en tout cas arrivé ou en train d'arriver. Donc déjà, je voulais remercier chaleureusement Hélène et Sébastien de participer à cette conférence. C'est Claire qui est étudiante en troisième année à la FEMIS et Simon qui est étudiant en troisième année aussi à Lumière qui vont animer cette rencontre. Donc, comme d'habitude, on va vous demander donc, d'allumer vos caméras, de couper le son et de poser toutes vos questions sur la barre de discussion. Et Simon et Claire feront remonter ces questions. Voilà, donc en tout cas, un grand merci. Et puis, je vais passer la parole à Claire et à Simon qui vont introduire cette rencontre. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici. Merci Sébastien et Hélène d'être ici. Donc le thème de cette discussion aujourd'hui, vous avez choisi la lumière naturelle et comment la travailler, la modeler en fonction du scénario. Est-ce que déjà pour introduire un peu la discussion, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a donné l'envie de choisir ce thème de la lumière naturelle? Alors, Hélène, alors non, mais alors, tu peux commencer, Sébastien. Vas-y. Je ne sais pas trop quoi répondre parce qu'on n'a pas choisi spécialement, mais disons que c'est un sujet un petit peu, comment dire, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met plein de choses. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est peut-être bien d'en parler, de redire via des exemples, ce que c'est que la lumière naturelle. On parlait aussi du naturalisme dans la lumière ou des choses comme ça. C'est des choses très, ouais, un peu fourre-tout, quoi, où on dit un peu tout et son contraire là-dessus. Et voilà, c'était bien de reparler de ça, je pense. Je ne sais pas ce que tu veux rajouter. Oui. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est important de parler de la lumière naturelle parce que souvent, il y a une confusion entre une lumière où il n'y a aucune intervention et qu'on filme naturellement et une lumière qu'on recrée précisément et qui se dit naturelle. Et moi, je sais que il y a, me concernant, il y a pas mal de confusion. Les personnes qui voient la lumière pensent qu'en fait c'est une lumière naturelle, oublient un peu qu'en fait il y a quand même des projecteurs derrière et quand même tout un travail derrière. Et donc voilà, c'était aussi pour dire qu'une lumière naturelle ne tombe pas forcément que du ciel, il y a du travail derrière, et qu'en même temps, la lumière naturelle peut être un faux ami, puisque la lumière naturelle n'est pas toujours bien, n'est pas toujours réussie et surtout ne correspond pas toujours aux histoires qu'on raconte et aux scénarios et ce qu'on veut essayer de dire avec la personne qui réalise. Donc, le côté lumière naturelle, euh, il y a un trimballe comme ça, beaucoup de confusion et que c'est pas forcément quelque chose de très naturel, justement. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va diffuser des extraits. Du coup, on a fait un petit montage avec plusieurs extraits du film Amanda et Heureux comme Lazaro. Et on se posera ensuite la question, ces deux films qui ont vraiment une rupture scénaristique assez franche. Il y a vraiment un avant et un après dans ces deux films-là. Et donc, on va essayer de parler de la manière dont vous avez abordé l'image dans cet avant et cet après. Donc, sans plus tarder, on passe sur une suite de petits extraits. Ça va durer une dizaine de minutes environ. Si pendant les extraits, ça plante ou etc., n'hésitez pas à le dire. On essaiera d'arranger ça.
Che ci credevi, serpe avvelenata? Che io non avessi lo controveleno? Un c'è cane che mi abbia morsicato non mi sia medicato col suo pelo e non ti riuscite ad avermi infinocchiato e ricovermi gli occhi col tuo velo. Hai girato tanto il tuo talento, ma sei rimasta con le mani piene di vento. Ecco. Non la tengo più di nome. E voi non bevete? No, un goccetto, dai. No, sì. Via. No. Ma fate bene Antonio, Corina, che sì. No, che ma come no? No. Dai, beve no. Dai, di più, vai. Giù. Avete visto il marchesino? No. Qualcuno ha visto il marchesino? Nessuno? Ma penso, dopo una giornata di lavoro io si deve mettere in certa di idiota. Non l'avete visto? Papà, ho paura. Si è perso. Ma che perso, ma quello è un deficiente. Vedrai che sarà tornato in città a piedi, non ti preoccupare. Speriamo di no. Perché? Questa è una zona piena di lupi. Cosa? Sono i lupi che mangiano. No, niente paura, non troviamo. Dobbiamo cercarlo. Cerchiamolo! Chiamiamolo! Tancredi! Alors, on a juste oublié de mettre la séquence de Wimbledon pour Amanda, mais si tu veux, Sébastien, on pourra la mettre plus tard si tu veux qu'on en parle plus en détail. Mais pour commencer, on se demandait donc s'il y avait dans ces films donc une volonté de marquer la rupture narrative par un changement de lumière, d'image, et plus globalement, comment une rupture franche, disons, dans un scénario impacte la manière de moduler, disons, la lumière naturelle. Donc justement, je me demandais ce que vous entendiez par rupture, parce que finalement, dans Amanda, il y a une espèce de continuité narrative, et donc, en tout cas, on n'a pas voulu marquer une rupture franche à l'image. Donc, par rapport à l'extrait de Wimbledon, je peux dire ça, parce que ça, c'est le premier truc quand même qui a fait qu'il y a une rupture dans le film, effectivement. C'est que donc, on n'a pas pu tourner à Wimbledon. En fait, c'est pas possible. Je crois que c'est très, très compliqué. Donc, on a tourné ailleurs. Donc, il a fallu faire des effets spéciaux. Toute cette séquence est truquée, en tout cas le moment du match. Et donc, très vite, les effets spéciaux nous ont dit qu'il fallait tourner ça en 35 mm. Parce que tout le reste du film est tourné en Super 16. Du coup, forcément, ils nous ont dit, bon, vous rajouterez du grain, ça fera Super 16 et tout ça. Mais du coup, je me suis dit, tiens, mais après tout, puisque c'est un moment, c'est la fin du film, de toute façon, ça ne pourra pas être monté ailleurs qu'à la fin du film. Peut-être qu'il y a moyen, et peut-être que ça peut être beau de faire toute cette fin en 35. On n'a pas fait en 35 3 perfs la fin, mais à partir du moment où il se dirige vers Wimbledon, c'est en 35. Alors, ça ne se sent pas vraiment, mais il y a quand même quelque chose, voilà, disons qu'on peut dire qu'il y a une petite volonté de rupture à ce moment-là. Aussi parce que donc, il fallait qu'il y ait cette impression, une fois dans le stade, de grandeur. Enfin voilà, il fallait qu'il y ait un petit changement, on va dire. Là, c'était bien. Pour le reste, par rapport aux extraits que vous avez montrés donc, de Amanda, donc, qui se situe avant et après l'attentat, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'est juste que la séquence que vous avez montrée avec Vincent Lacoste seul, c'est une séquence d'aube. Donc voilà, avec une teinte un peu différente, mais il n'y a pas eu
il n'y a pas eu vraiment une volonté de rupture, en tout cas avec Michael. On ne s'est pas posé les questions comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Disons plutôt que je sais qu'avec lui, l'espace est très important et la ville est très importante. C'est pour ça qu'on a choisi cet appartement avec ce vis-à-vis qu'il aimait beaucoup, qui se situe à Place Voltaire. Donc, disons que, voilà, moi je sais qu'il aime ça, donc je me dis, bon, bah, en aube, c'est une façon. Je me dis que ce type, il est peut-être rentré pour annoncer donc la nouvelle à sa nièce. Il n'a peut-être pas allumé les lumières et donc ça fait ce rapport un peu curieux de lui dans une pénombre avec le jour qui se lève dans la ville. Voilà, et puis sur le tournage, on met en place les choses et on discute avec le réalisateur et on voit si ça, voilà, si ça marche, si ça lui plaît ou pas. Disons que, voilà, en tout cas avec Michael, ça se passe plutôt de cette façon-là. Sur la lumière, bon, j'ai fait plusieurs films avec lui, donc on commence à se connaître, mais pour Amanda, en tout cas, comme c'était un film très compliqué à faire du fait qu'il y avait le rôle principal, c'était cette petite fille donc, qui avait moins de 10 ans, je crois. Donc, en gros, ça s'est passé comme ça. L'assistant réalisateur a vu qu'il fallait à peu près, je ne sais plus, peut-être 18 jours avec la petite fille. On ne pouvait tourner que 3 heures par jour avec elle. Donc, il fallait 36 jours, plus une semaine, parce qu'elle ne peut pas tourner pendant la rentrée. Donc, voilà. Donc, il a déplié tout ça. Et donc, on a tourné tous les jours de travail. C'est une demi-journée avec elle, plus une demi-journée avec les adultes, avec Vincent. Donc, et comme on ne voulait pas, évidemment, faire le chant, puis se dire qu'on fait le contre-chant l'après-midi, ça voulait dire que tous les jours, on changeait de décor, très souvent. Et donc, bon, je ne sais plus trop pourquoi je dis ça, mais si, c'est pour dire que finalement, en préparation, sur les films de Michael, hein, ça ne se passe pas comme ça sur les autres, mais mon travail se borne surtout, enfin, je vois beaucoup de décors, parce qu'il y a toujours, en gros, on tourne aussi beaucoup plus que ce qui est monté, c'est des scénarios toujours très très longs, très foisonnants, où d'ailleurs, par exemple, il y avait, dans le scénario, au départ, il y avait un flashback. Il y avait, puisqu'il y a cette histoire entre Vincent Lacoste et sa mère, qui répond un petit peu à l'histoire d'Amanda. Il y avait au départ, dans le scénario, il y avait un flashback de Vincent Lacoste, tout petit, pas du personnage de Vincent Lacoste, tout petit avec sa sœur, qui a été supprimé, enfin, qu'on n'a même pas tourné. Mais il y a aussi beaucoup de séquences qu'on a tournées qui ne sont pas montées. Du coup, en gros, je vois beaucoup de décors dans lesquels je vois ce que je peux faire, les propositions. Enfin, et je ne sais toujours le découpage que le matin, que le jour où on tourne. Donc c'est un exercice un peu à part, enfin, qui est, comment dire, qui va vraiment avec Michael, parce que c'est comme ça qu'il travaille. Du coup, ça dépend aussi de la météo, ça dépend, il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu, parce que pour avoir cette souplesse de changer de décor, les équipes ne sont pas toujours aussi grandes qu'on voudrait pour pouvoir être assez souple, quoi. Et donc, par exemple, pour Amanda, on a eu beau tourner en juillet et août, il a plu beaucoup. Il a fait très gris. C'est pas du tout ce que j'escomptais. Or, Michael, disons que sur la lumière, la seule chose que je sais vraiment, c'est qu'il adore le soleil, l'été. Et je dirais aussi, j'ai l'impression que ce qu'il aime beaucoup, c'est enfin,
en tout cas, ce qu'on retrouve de film en film, c'est comment dire, c'est ce qu'il aime beaucoup, c'est la, la vie, comment dire, ça se voit plus dans ce sentiment de l'été, je pense, mais dans Amanda, il voulait un petit peu ça aussi, c'est-à-dire à chaque fois raconter des histoires très cruelles ou très dures d'une individualité qui vit quelque chose de très dur et tout autour, la vie continue et la lumière est là pour raconter cette vie, en fait. Et là, disons qu'en tout cas, la lumière n'est pas... on ne va pas se dire, tiens, bon, là, c'est un petit peu triste, donc on va faire une lumière un petit peu sombre. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas une valeur narrative à la lumière. Ou c'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu disais, Sébastien. On aura des questions sur les repérages après, donc tu parlais qu'il y avait plusieurs décors. Moi, ce qui m'intéressait dans Amanda, c'était comment tu avais éclairé justement cet appartement parisien qui est en plus à l'étage, etc. Quelle marge de manœuvre que tu avais. Dans le premier extrait, on voit c'est très lumineux, il y a des rayons de soleil, il y a quelque chose de très chaud dans cet appartement. Est-ce que voilà, comme tu disais, Michael Hers, il ne te donne pas de découpage avant le matin même. Comment tu prévois les choses et comment tu prévois justement d'éclairer un appartement parisien? Est-ce que c'est difficile les conditions en fait? Ben, disons que j'essaye de faire... Là, donc pour l'appartement, c'était quand même un cas un peu spécial par rapport à tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de séquences dans cet appartement, donc on y est resté, je crois, facilement 10 jours. Du fait qu'il fallait y revenir comme ça tous les matins, on revenait. Donc on avait réussi, il y avait un tout petit balcon dans mon souvenir, et on avait réussi à mettre... ah oui, non, il y avait un balcon à l'étage en dessous, et donc on avait réussi à mettre des projecteurs sur cet étage, sur l'étage en dessous, et au-dessus de nos fenêtres, on avait réussi à tendre une espèce de vélum, de cadre qui coupait du soleil direct. Et de ce balcon en bas, j'aurais éclairé ou pas ce vélum. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'était ma petite marge de travail. Mais il n'y avait pas de grosse source ou il n'y avait pas de nacelle pour... bon, j'aurais bien aimé, hein, mais bon, enfin, c'était pas faisable là, sur ce film. Bah, aussi parce que c'est des temps de tournage quand même un petit peu courts. Voilà, il n'y avait que 3 heures avec cette petite fille. Donc, il fallait être rapide. Je crois il y avait une hauteur sous le plafond quand même assez conséquente. Donc, on avait réussi à mettre quelques projecteurs au plafond et puis voilà, c'est tout. Puis sinon, c'est tourné en Super 16 et donc c'est quand même un support très très souple, je trouve, qui permet d'avoir des fenêtres un peu très hautes en lumière sans que et avec un rendu que je trouve assez beau. Et aussi, comment tu fais pour... il y avait, la deuxième partie de la question, c'était avec un réalisateur qui partage au dernier moment un découpage, tu éclaires tout le décor et tu vas essayer de mettre des appoints à certains moments, ou comment tu fais quand tu n'as pas de découpage pour éclairer Non, une scène? alors quand je dis découpage, après, c'est quand même... disons que sur les axes, par contre, il me laisse entière liberté. Quand je dis le découpage, c'est qu'il va me dire, bon, bah, là, il faut absolument qu'il y ait un plan très large ou un plan... mais la souplesse, elle se situe sur les axes choisis.
Et ça, c'est un travail qui commence déjà au repérage, parce que les appartements, donc, bon, là, comme je disais, il aime beaucoup filmer la ville, donc il faut que tous les appartements, donc il y a celui de la place des Fêtes qu'on n'a pas vu, mais il fallait vraiment voir toutes ces tours. Là, c'est la place Voltaire. Sur ces autres films, c'est ailleurs. Disons que voilà, il y a à chaque fois l'axe est important. Donc moi, en repérage, je sais que si je veux voir l'extérieur, j'essaye de trouver des axes qui vont faire que c'est faisable. Disons que c'est comme ça qu'on s'en sort. Et aussi l'autre chose, alors bon, c'est une volonté de sa part. Disons qu'il n'aime pas, je pense qu'il n'aime pas les choses trop fabriquées, trop installées, et il espère comme ça avoir une espèce de fragilité. Je pense que c'est pour ça qu'il aime bien le Super 16 aussi. 35, c'est que c'est un support qui est finalement aussi un peu fragile, un peu, voilà, c'est pas très très net. Voilà, je crois que c'est tout ça qu'il recherche. Et, et par rapport à ces histoires justement de météo, tu disais que c'était compliqué. Comment tu t'es adapté? Est-ce que du coup tu préférais privilégier certaines scènes? Comment tu travailles avec ça en fait? Voilà. Ah ben si, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais c'est en lien avec ta nouvelle question, c'est que quand on fait une séquence sur peu de temps, c'est aussi plus facile à gérer, puisque la lumière ne change pas tant que ça, enfin en tout cas la lumière du soleil n'est pas si différente. Donc il y a quelque chose, disons que voilà, Michael, il préfère faire 3 ou 4 séquences rapides qu'une séquence qui va durer je ne sais pas combien de temps. Enfin, il y a toujours une espèce, il faut que une espèce de rapidité et pour garder cette fraîcheur ou cette fragilité. Donc la météo, non, on faisait avec. En fait, il y a un plan de travail avec, je sais pas, 3-4 décors par jour. Si on y arrive, on tourne, et s'il pleut, on tourne pendant qu'il pleut. Et il y a ça d'ailleurs dans Amanda, notamment à un moment, la scène est raccourcie, mais on voit bien quand même, je crois, une séquence place d'Aligre où les deux personnages sont sous une pluie battante. Voilà, on s'est demandé comment on allait faire pour filmer sous cette pluie endiablée, mais comme elle était très belle, en même temps elle était très violente, elle se voyait à l'image, elle donnait quelque chose, donc là on a filmé. Quand c'est 2-3 gouttes, que ça se voit pas trop, que ça n'apporte rien, que c'est souvent un problème pour le son, bon on attend, on essaie de passer entre les gouttes, disons, mais il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, pour celui-là, à cause de ce plan de travail très, très étrange, on n'a pas changé, je ne me rappelle pas qu'on ait changé de plan de travail à cause de la météo. Pour ce sentiment de l'été, où là, par contre, il voulait absolument qu'il y ait du soleil tout le temps, et notamment à la fin, je me rappelle de la séquence de fin à Brooklyn, là, où il faisait gris, il a préféré, on a reporté, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais on a reporté le tournage. Et d'ailleurs, juste sur le côté immédiat, parce que du coup, c'est vrai que c'est une petite anecdote, mais c'est rigolo, la fin de ce sentiment de l'été. Donc, on a dû tourner dans une autre journée qui était déjà pleine à craquer. On était à Central Park. Il a fallu descendre tout Manhattan et tout Brooklyn pour se retrouver sur la plage
à la plage de Beach Rats, j'imagine, c'est la même. Et il y avait des embouteillages incroyables. Donc, nous, on a réussi à arriver, mais aucun des camions n'est arrivé avant le coucher du soleil. Et donc, moi, j'avais juste avec moi, dans la voiture, avec l'acteur, on avait la caméra avec un 35 mm dessus et puis 70 mètres de pellicule, je crois. Et il y avait un très beau coucher de soleil. Et on s'est dit, bon, bah, tant pis, on commence. Et puis, à un moment donné, quand on a compris que le camion n'arriverait jamais, il y a un scooter ou je ne sais plus, une moto qui a pris de la pellicule dans le camion, qui est revenu. On a pu recharger, refaire quelques plans, mais la fin du film est faite avec uniquement au 35 mm, à l'épaule parce que je n'avais pas de pied et avec des bouts de. Ben voilà, juste dans ce temps de coucher de soleil. Du coup, pour l'argentique, on en parlera plus tard, mais on voulait aussi parler du coup avec Hélène de du coup par rapport à Europe Lazaro. Donc le film il se construit un peu sur deux espaces, une du coup avec la campagne et une avec la ville, avec des temps ensuite différents. Du coup, est-ce que vous avez cherché du coup à accentuer ces différences entre les deux en termes du coup de lumière et de cadre? Enfin, comment vous avez travaillé du coup cette lumière? Alors là, par rapport à Lazzaro, on a plutôt essayé de minimiser les différences. Alors, les différences sont évidentes, puisqu'en fait, c'est les mêmes endroits, les mêmes espaces, en tout cas, les mêmes espaces concernant la maison de la marquise. Mais effectivement, une se passe l'été, et l'autre, on l'a vraiment tournée en hiver, c'est-à-dire qu'on l'a tournée 5 mois après, si ce n'est pas 6 mois après. Donc, forcément, la différence est déjà évidente. C'est pas comme si on avait tourné les scènes l'été et qu'on avait fait une fausse lumière d'hiver, pour les intérieurs en tout cas. Déjà parce que c'était pas du tout le style d'Alice et qu'en plus, on a vraiment tourné l'été et l'hiver. Donc forcément, même dans cet endroit-là, la luminosité avec nos yeux est déjà différente. C'est-à-dire qu'en fait, si on recrée en lumière quelque chose qu'on voit plus ou moins avec les yeux, Change de place, Maya, je te file ton carnet. mais qu'on essaye de le faire, on va dire, naturel, mais qu'on essaie de raconter quand même quelque chose concernant l'histoire. C'est-à-dire que déjà la différence, elle est évidente. Donc l'extrait qu'on a vu là, quand ils viennent dans la pièce au miroir, dans la maison de la marquise, la différence, elle est évidente. Alors, à partir du moment où tout le principe était d'éclairer par les fenêtres, sans voir les fenêtres, enfin sans voir à travers, parce qu'il y avait toujours cette espèce de voilage et tout ça, forcément, au niveau de l'hiver, c'est plus diffus, il y a moins de soleil, même si le soleil est indirect, mais la différence, elle était évidente, c'est-à-dire qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, elle y était. Mais le principe était d'essayer de minimiser au minimum pour ne pas faire deux films différents. On va dire que moi, si j'avais une petite ligne comme ça conductrice, c'était que en lumière par rapport à Lazzaro l'hiver, dès que c'était possible de ressentir quelque chose un tout petit peu qui ressemblait à une odeur de sainteté, j'y allais direct, avec Nietzsche bien sûr, pour essayer de comprendre que ces garçons-là étaient peut-être autre chose qu'un simple simplet. C'est-à-dire que l'été, évidemment, il est filmé tel quel comme tout le monde. Il est très... Mais la lumière ne montre pas trop ça. L'hiver, on le voit d'ailleurs très très clairement quand il descend les marches et qu'il retrouve les deux personnes là, qui sont en train de voler des choses. On voit, il y avait un peu cette histoire de flair, la manière dont il arrive comme ça dans le champ vide, puisqu'il descend les marches d'escalier, il passe, on ne le voit pas, on attend,
Et il arrive, il y a un peu un côté comme si on était dans un, pas dans un truc d'église, mais ce genre de truc où la lumière est un peu indéfinie, un peu froide comme ça, mais effectivement, avec une notion de, il y a peut-être quelque chose de divin derrière. On le retrouve aussi en hiver, quand il arrive, même si on est en extérieur, la première fois que les autres le voient, là, les vieilles personnes qui sont assises, qu'ils le voient, on a une espèce de plan comme ça sur la Tsaro, bien évidemment un peu en contre-plongée, avec ce flair et tout ça. On cherchait plutôt, avec Alice, d'essayer de le choper à des moments pour lui donner un petit côté un peu divin. En dehors de ça, évidemment, c'était déjà tellement difficile de faire passer l'histoire qu'il s'est réveillé au bout de 25 ans, et en plus c'est l'hiver, et en plus on était à la campagne, entre guillemets, et après soudainement on va à la ville, où tout a changé, où le monde a changé, sauf lui, qui a les mêmes habits, mais tout le monde ne les reconnaît pas, même tous les gens qu'on avait vus avant, on peut dire qu'on ne les reconnaît pas, ou alors très difficilement. Au contraire, on a quand même essayé de garder au maximum la même texture, parce que la différence était trop nette. Donc, en dehors du fait de redonner un petit peu ce côté divin, le travail était d'essayer de garder la même chose. D'autant que ça tombait bien, puisque en l'été, Alice n'aime pas trop le côté trop chaud de l'été. Quand je dis chaud, c'est dans des couleurs orangées, sauf la scène qu'on a vue justement où c'est une fin de journée, puisqu'ils arrêtent de... Ils ont fini de travailler, donc le soleil se couche un peu et ils sont à l'ombre là et qui boivent des coups. Là, effectivement, c'est une fin de jour, donc on est beaucoup plus chaud. Mais sinon, on a quand même un soleil froid, enfin froid, neutre en couleur, et en fait, c'est la même couleur l'été du soleil que l'hiver. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, on n'est pas passé sur des trucs qui ont été un peu trop faciles, qui étaient à l'hiver c'est chaud, donc on va faire du jaune orange, et l'hiver c'est froid, on va faire du bleu. Non, pas du tout. C'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'on voit très bien dans la scène que je choisissais, qui est un très bon exemple, la scène où il va à nouveau dans l'espèce de chambre de Tancredi avec les deux fenêtres et le lit. Les couleurs sont quand même pas si différentes en fait. Hein. Il y en a un, c'est plus une lumière où c'est plus normal, il y a plus de luminosité dehors, c'est l'été, il y a ces rideaux, mais l'image est assez neutre en couleur. Et quand il revient, il y a moins les rideaux, ça perce moins par les fenêtres, donc la lumière est un petit peu plus diffuse, mais la couleur est à peu près identique. Là, on ne le voit pas bien dans les extraits, mais la lumière est à peu près identique en couleur. Donc, ça veut dire que c'était vraiment pour aider la narration, pour qu'on n'ait pas l'impression de soudainement voir un deuxième film, quoi. Par rapport à ça, ces deux espaces, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se sont passés les repérages? Est-ce que tu as participé au repérage avec la réalisatrice, avec Alice? Et quand tu es justement en repérage, que tu sais que ce sera beaucoup de lumière naturelle, à quoi tu es principalement attentive? À quoi tu fais attention? Et est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les lieux de repérage? Est-ce que le temps de préparation te le permet? Voilà, sachant que ce film justement se base, comme tu disais, enfin, beaucoup sur deux lieux assez différents que vous avez essayé d'unifier. Alors, donc plusieurs choses. Alors, donc, par rapport à l'été, on a passé pas mal de temps avec Alice, mais plutôt par plaisir du passer du temps ensemble parce qu'on s'entend très bien et qu'avec Alice, on parle des scènes, on parle un petit peu de comment les scènes, elle les souhaiterait. On travaille beaucoup, beaucoup avec la personne qui fait les décors. On voit l'évolution des décors, on voit l'évolution des costumes,
Et puis, on passe du temps dans les endroits, autant le matin, l'après-midi, le soir, pour voir un peu comment il est le soleil et comment on est à l'ombre, et que là, à peu près, la façade, elle est à l'ombre, et que c'est plutôt le fait de passer du temps ensemble dans un endroit. Donc, pour Lazzaro, c'est assez simple, puisque donc, l'été est quasi toujours dans le même endroit. Donc, c'était vraiment facile de passer du temps ensemble dans cet endroit-là, de manière à ce que moi, je connaissais à peu près toutes les positions du soleil du matin au soir. Et c'est pour moi vraiment essentiel, parce que c'est une manière un peu invisible de savoir au niveau de lumière comment ça va se passer en extérieur. Mais en même temps, quand on tourne en extérieur, même si on connaît les positions de soleil, etc., on tourne avant tout en fonction d'un plan de travail, et on tourne si les gens sont soudainement à l'ombre et qu'avant ils étaient au soleil. À un moment donné, malheureusement, à part si on aurait pu l'éviter et que j'aurais pu demander à ce qu'on tourne avant pour être sûr qu'on finisse la scène tant qu'il y avait du soleil, à un moment donné, malheureusement, quand on tourne en extérieur, on tourne en fonction d'un plan de travail, et que on fait aussi avec ce qu'on a. Et là, ça allait très bien, parce qu'en fait, on prend une mesure et on tourne comme ça. Tous les extérieurs avec Aniche, tous ne sont absolument rien rééclairés, et c'est tel quel. En extérieur, jour, bien évidemment. Et en intérieur, tous les intérieurs avec Aniche, donc principalement dans la Zaro, il n'y a aucune lumière naturelle, tout est recréé. Tout. Là, il y a très clairement, même si ça paraît discret, il y a un projecteur par fenêtre, quoi. Même si évidemment on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire on n'a pas du tout tourné d'une manière naturelle les intérieurs avec Alice. On s'inspire de la lumière naturelle comme on la voit avec nos yeux, et tout est recréé entièrement. C'est-à-dire que le temps de préparation avec Adichie, c'est plutôt, en tout cas ce qui s'est passé l'été, c'était de passer du temps ensemble, de discuter, sachant que c'est pas quelqu'un qui coupait en amont, donc c'est à moi plutôt un petit peu de me débrouiller comme je peux. Et par conséquent, sur un truc qui est sûr et certain, c'est qu'en intérieur, avec Edici, la règle, c'est tout par les fenêtres. Avec un petit rattrapage s'il faut, tout par les fenêtres, comme ça, on est en intérieur, on voit rien, on tourne à gauche, à droite, en large, en serré, tout va bien, tout est les fenêtres. Mais ça veut dire aussi que, et on le voit très clairement sur la différence des extraits, ça veut dire aussi que si les personnages se mettent devant une fenêtre, ils sont quoi? En contre-jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lumière en direct qui rééclaire par rapport, qui viendrait du plafond. On fait des systèmes de bounce de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on ramène de la lumière en blanchissant les murs s'il faut, etc. Mais disons qu'il n'y a aucun éclairage à l'intérieur, sauf si, par exemple, on ne l'a pas trop vu là, mais s'ils sont en train de manger à la table, et que là, on dit, ben oui, la marquise, même si elle est un peu radine, elle aurait pu allumer la lumière. Et donc là, effectivement, il y a des lumières au-dessus. Mais si jamais on disait qu'elle n'a pas allumé la lumière et qu'il mange telle qu'elle, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de lumière en tant que projecteur à l'intérieur. Parce que déjà, je pense que Alice ne le comprendrait pas et ne le voudrait pas. Et elle voudrait être aussi un peu tranquille à filmer comme elle veut. Donc alors même si on peut mettre des choses au plafond, tout ça, mais si la lumière est censée venir des fenêtres, comme par exemple quand ils ouvrent la porte et qu'ils découvrent et qu'elle lui montre en été, Antonetta, quand elle lui montre le truc des couverts là, c'est pas du tout censé être éclairé, et donc là on a une base très très douce, mais on n'a aucun effet et on est sombre. C'est-à-dire que quand on rentre dans la maison et que tout est fermé, on est sombre.
Et ça fait partie aussi de la mise en scène d'Alice. Et que si on veut les voir, ils ouvrent les fenêtres, très clairement. Et derrière la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Un projecteur. Voilà. Donc ça, c'est le fait qu'on... Ça vient aussi sur le fait qu'on ne découpe pas très précisément. Forcément, je ne peux pas me permettre d'avoir trop de lumière en intérieur parce que ça embourberait trop l'espace et qu'après, il ne faut pas non plus que ça l'empêche de penser au plan qu'elle aimerait demander à faire. Par rapport à l'hiver, ça a été beaucoup plus compliqué pour faire des vraies préparations parce qu'il y a beaucoup plus de décors et qu'elle avait très peu de temps pour préparer. Moi aussi, je n'étais pas là trop pendant la préparation parce qu'en fait, comme ça a été un film en 2 périodes, forcément, elle est la montée entre-temps. Moi, je suis allée faire d'autres choses entre-temps. Et donc, du coup, quand elle s'est retrouvée par rapport à l'hiver, on était très, très, très charrette, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu les lieux au fur et à mesure, on les revoyait ensemble. Mais on n'a pas pu du tout préparer réellement les choses. Et en même temps, ça va avec sa manière de fonctionner. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui aime préparer beaucoup les choses. Donc, à nouveau, je me mets en lumière de manière à ce que je puisse au maximum lui laisser une liberté dans l'espace. Donc ça veut dire à nouveau des fenêtres, ou alors s'il n'y a pas de fenêtre et qu'on est en nuit, des systèmes en réflexion dans des endroits, comme par exemple, on l'a pas vu l'extrait, mais à l'église, on ne pouvait pas préparer l'église en nuit à l'hiver. Donc là, forcément, on met tout en réflexion. Et après, on s'arrange et ça marche avec Alice d'avoir des équipes assez conséquentes quand même pour réagir vite quand il faut, préparer très vite, démonter pendant que nous on va tourner autre chose, quoi. Ça veut dire que ça demande aussi une équipe qui va avec. J'ai plusieurs remarques par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est peut-être une petite précision sur le titre. Tu utilises donc très peu de sources à l'intérieur, voire pas du tout. Alors Est-ce que ça pardon, j'utilise quand il y a un effet, par exemple, très précis, quand ils mangent à table avec une lumière qu'ils auraient allumée, donc justifiée dans l'histoire. Là, effectivement, il y a des lumières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais si il n'y a pas de lumière justifiée, c'est juste des niveaux pour décontraster un peu, de manière à ce que même si, à un moment donné, il passe devant la fenêtre, s'il n'y a pas un truc qui remet un niveau, surtout en Super 16, où ça pourrait être... il serait trop noir. Et là, du coup... Si on ne voit pas les expressions, je ne serais pas très contente. C'est-à-dire qu'il y a quand même, mais c'est plutôt pour redonner un niveau très léger, qu'on voit quasi pas, mais quand même, il ne faut pas croire que j'en mets pas du tout. Ça serait fou que de dire ça. La question que je me posais, c'est par rapport à Lazaro, mais aussi un extrait qu'on verra un peu plus tard, je prends un peu d'avance, sur Les Merveilles, donc de la même réalisatrice. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec le chef décorateur, tu en parlais, de sorte de lui demander par exemple un mur d'une certaine couleur, on voit de la lumière dessus pour jouer sur des réflexions de couleurs qui va être sur des visages, je pense à dans Les Merveilles, il y a un extrait qu'on va monter un peu plus tard, mais aussi il y a ça dans Lazaro, il y a de la couleur sur les visages due aux réflexions de la lumière sur les différents décors, etc. Et vu que de ce que je comprends de ta manière d'éclairer, tu éclaires plus le décor et l'ensemble plutôt que le détail et les personnages. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de jouer avec les couleurs du décor pour donner un peu de vie à l'image? Alors, oui, alors je ne serais peut-être pas du genre à demander à quelqu'un en déco de mettre une couleur telle quelle pour jouer ensuite avec la lumière, tout ça. Non, je serais plutôt du genre à bien travailler avec la personne qui fait la déco et avec la personne qui réalise, en l'occurrence Alice, pour qu'on soit d'accord sur un concept de couleur générale, un concept de pièce, sans dire que ça peut être bien ensuite pour la lumière et les visages et tout ça, parce que
je ne partirai pas par ce chemin-là, mais on serait plutôt d'accord sur une atmosphère générale à donner, sachant que moi, j'aiguille toujours peut-être un peu sur une couleur de rideau, par exemple, parce que quand même la lumière passe à travers des rideaux, mais je n'imposerai jamais une couleur de mur si ça pourrait arranger mes affaires, jamais. La couleur des rideaux, ça oui, là je pourrais me permettre, mais sinon la couleur des murs, non. En plus, je ferai très attention au côté un peu fake ou au côté un peu prévu à cet effet qui pourrait être un peu peut-être trop lourd, trop évident. Donc, non, la couleur des murs est donnée par l'ambiance que Alice souhaite donner avec, et ça c'est quelque chose avec la déco qui sont très en accord, et que moi, j'écoute. Évidemment, s'ils veulent mettre un truc d'une couleur horrible et qui serait d'une mocheté de dingue, ça je le dirais. Mais là-dessus, ils ont très très bon goût, donc ça pourrait aller. Mais jamais je demanderai un truc pour ensuite en disant ah ouais, je vais mettre un projecteur là, ça va taper sur le mur, ça sera génial. Ça. Jamais, 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 jamais. Non, je serais plutôt du genre à m'adapter à la couleur des murs, voir peut-être si effectivement ça peut être bien à un moment donné, mais je ne l'aurais pas prévu. Les rideaux, ça oui, ça c'est quelque chose que j'essaye d'intervenir d'une manière invisible, parce que les rideaux changent énormément la couleur, ça oui. Donc je suis plus rideau que couleur de mur. Et j'ai un peu la même question pour toi, Sébastien. J'ai remarqué que dans la plupart des films, du coup, que tu as éclairé, je pense à Alice et le maire en particulier, mais c'est aussi vrai pour La guerre déclarée à Amanda, il y a beaucoup d'éléments colorés dans les décors. Si on va regarder un extrait d'Alice et le maire juste après, mais Alice et le maire, c'est des mairies, c'est des bureaux, il y a beaucoup de murs blancs, et il y a toujours un élément de décor, soit des rideaux jaunes, des canapés rouges, etc., qui viennent redonner de la couleur à l'image. Est-ce que c'est toi qui demande ça? C'est dans tes discussions avec le réalisateur dès le départ ou dans ta relation avec le chef décorateur? Et voilà, juste cette petite remarque qui fait que ça revient plusieurs fois dans tes films. Est-ce que c'est voulu ou c'est quelque chose d'inconscient et c'est un hasard? Non, c'est pas voulu. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui ai demandé au chef déco, tiens, il faut mettre quelque chose de très coloré, de telle couleur. Pour Alice et le maire, pour La guerre est déclarée, j'avoue que j'ai pas, c'est un petit peu loin. Pour Alice et le maire, par exemple, les couleurs, ce que je peux juste dire, c'est que c'est pareil, c'était plutôt une idée d'ambiance générale. Le problème dans Alice et le maire, c'est qu'on n'a pas pu tourner dans la vraie mairie finalement, alors qu'on avait pu. Donc, on a trouvé des lieux, on a tourné dans la préfecture, enfin, on a trouvé différents lieux. Et ce que voulait le réalisateur, c'était qu'on sente le côté dorure de la République un petit peu et le côté un peu plus miteux de certains bureaux. Et dans le côté dorure de la République, il fallait aussi qu'il y ait ce truc un peu mauvais goût, enfin ces couleurs, ces objets un peu ou ces couleurs un peu flashy qui détonnent dans un décor du début du siècle. Donc c'est plus ça, c'est plus discuter avec le réalisateur et le chef décorateur et s'entendre sur la possibilité d'avoir un tapis un peu, une couleur un petit peu étrange. Et donc oui, après au final, disons que le chef déco ou l'accessoiriste ou l'ensemblier viennent proposer un choix, 2 ou 3 tapis différents, 2 ou 3 canapés, et on en parle ensemble et on choisit ensemble. Voilà, enfin, je veux dire, si la couleur est vraiment spéciale, mais sinon,
Non, disons que c'est des discussions un peu larges comme ça, d'ambiance. Et voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire des essais sur place, donc non, voilà, ça se passe comme ça. Je crois pas avoir. Et sur la guerre est déclarée, c'était vraiment. euh, J'allais dire bordélique entre guillemets. Enfin, c'était vraiment on était 13 en tout, y compris régisseur et directeur de production. Donc voilà, non, sur les objets colorés. Alors après, c'est peut-être un truc de cadre, oui. Voilà, peut-être que ça se passe au cadre. Alors dans ces cas-là, plus que, enfin, pour la guerre est déclarée, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment un travail de décor à part sur 2 ou 3, mais la plupart du film, on l'a fait avec un accessoiriste et c'est tout. On va juste passer un extrait de Beach Rats et après on commencera les questions. Yes. Alors, donc on se demandait donc comment vous travaillez l'obscurité en extérieur et en intérieur. Et on peut commencer peut-être par toi, Sébastien. Donc, comment tu joues avec les lumières de la ville? Comment tu éclaires du coup les personnages en fonction de ça? Ou est-ce que tu supprimes des lumières? Et en intérieur aussi, comment tu joues avec les lampes de jeu? Parce qu'on peut voir ça avec Alice et le maire. Comment tu crées ça avec le chef d'écho par rapport au placement des acteurs? Voilà. Par rapport aux extraits que vous avez montrés, en tout cas, là, Alice et le maire, c'est un mélange, en fait, c'est un mélange de hasard
et de volonté. Enfin, en fait, le réalisateur voulait tourner absolument le long le long de la Saône, sur un quai, donc un endroit un petit peu compliqué, enfin, qui était très très sombre. Et tout devait être en plan séquence. C'était un peu long, un plan au Steadicam. Et donc j'avais mis des petits parts, je crois. C'est un quai qui est en contrebas par rapport à un trottoir. Donc il y a des petits parts qui flairent d'ailleurs, on voit que ça flaire à la fin du travail. Et puis une espèce de perche avec une grande source de face. Mais en fait, il y avait beaucoup de vent. Et la prise qu'on voit, c'est la prise qui a été choisie. La prise qui a été choisie, c'est celle où il y a eu de grosses bourrasques de vent qui ont complètement bougé la perche et qui ont fait que de temps en temps, il n'y avait plus du tout de lumière et de temps en temps, beaucoup trop. Voilà, donc, alors c'est un plan séquence qui a été tourné en crépuscule au départ, puis aussi en nuit. Le réalisateur voulait les deux versions. Et cette prise-là, c'est la dernière. Et le réalisateur m'avait dit non, mais t'inquiète pas, on ne la montrera pas. Il y en a eu plein d'autres avant des biens. Et finalement, c'est celle qui au montage, c'était évidemment la mieux pour le jeu, finalement. Voilà, donc finalement, à l'étalonnage, on aurait pu rétablir, en fait, parce qu'en 35, c'est assez surprenant, mais on pouvait rattraper beaucoup de choses, c'était assez fou. Et finalement, on s'est dit qu'on allait laisser cette espèce de bascule un peu étrange. Voilà, aussi parce que dans les désirs qu'avait Nicolas, il y avait un désir un peu de côté un peu théâtral ou artificiel. Tout est toujours un peu, enfin, ce qui est mis en avant, c'est le texte. Donc voilà, ce côté un peu comment dire, où on sent la fabrication, où on sent enfin, qui n'est pas forcément réaliste. Voilà, c'était pas déplaisant. Donc ça, c'est pour voilà, non, sinon, bien sûr, là, enfin, en tout cas, pour répondre plus généralement sur les trucs de nuit, ça dépend des films, encore une fois, mais sur les films de Michael, par exemple, où c'est des décors où à chaque fois il faut tourner assez rapidement, j'essaye de m'appuyer, bien sûr, le plus possible sur des lumières dans le champ. Et puis avec souvent une petite perche. Dans Amanda aussi, on voit, alors bon là, c'était une rue assez sombre, mais voilà, ouais, on a fait comme ça, avec un système de boules sur une perche, avec une batterie et qu'on met plus ou moins dans l'axe de la caméra. Voilà, ouais, non, ça, on a fait ça. Par contre, les plans larges, le plan large de la rue, il n'y a absolument rien. Il y a rien du tout. Ça, c'est en 500 ASA. La pellicule n'est pas poussée. Mais bon, voilà, on voit quand même quelque chose. Et en intérieur, bon, c'est très variable, mais là, disons que, en tout cas, cette scène de bureau, là, elle illustre bien ce que je disais de la volonté de Nicolas de montrer ces lieux où il y a toujours un mélange, en fait, qui sont toujours des beaux lieux, mais où il y a des choses très triviales, que ce soit des lampes un peu moches, un peu bizarres en tout cas. Et ce t-shirt qu'a Lucchini au tout début, qui est le t-shirt de l'équipe de foot de Lyon,
Voilà, après, comment ça s'est fait, cet éclairage? Là, j'ai l'impression que ce qui a présidé à la lumière, c'est le découpage de la séquence. Parce que là, Nicolas, en général, mais peut-être spécialement pour ce film, il aimait privilégier les plans vraiment très très longs. Et donc là, c'est cette chorégraphie qu'on a choisi d'avoir le Lucchini au départ avec son t-shirt, enfin, tout ce tour qui fait, puis le tapis. Donc j'avais différentes zones comme ça. Et bon, voilà, c'est comme ça un petit peu que ça s'est construit, je dirais. Pour passer à Beach Rats, Hélène, il y a beaucoup de scènes de nuit dans ce film. C'est le film un petit peu découpé là aussi entre les scènes qui ont un soleil de plomb en pleine, sur la plage et les scènes de nuit qui sont assez profondes. Ici, on a choisi cette scène où Frankie, le personnage principal, va pour la première fois avec un partenaire, un partenaire sexuel au bord de la plage. Je trouve que dans ce film, il y a une très très grande sensibilité pour filmer les peaux, pour filmer les relations entre les personnages, entre deux hommes. On l'a vu ici, il y a quelque chose qui paraît très improvisé dans le découpage, il y a beaucoup de flou, on sent énormément la texture du 16 mm, il y a des plans très serrés, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont vous découpiez avec la réalisatrice ces scènes de sexe et aussi ta manière, enfin ton approche pour éclairer ces scènes qui sont très sombres au bord de la plage, avec cet éclairage qui n'est pas très réaliste, qui est de face, qui donne quelque chose à la fois sensuel et un peu morbide, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des sensations de ce film-là? Bah, disons qu'avec avec Eliza, donc, qui est donc une réalisatrice donc, américaine, donc il y a déjà d'autres références. C'était la première fois que je travaillais avec elle. Et donc, on était allé se balader en pré-production, c'est-à-dire on avait passé une semaine un peu ensemble pour un peu se connaître, pour aller voir les choses. Et on était allé dans cette plage qui était mais vraiment noire de chez noir, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une lumière. C'est-à-dire que, et moi, je ne comprenais pas trop comment faire au niveau de l'éclairage et que surtout, je n'avais pas bien compris quel était le mode de production et qu'est-ce que je pouvais demander et qu'est-ce que je ne pouvais pas demander. Donc en fait, on était ensuite retourné avec une personne qui était un directeur de production et que j'avais commencé un petit peu de parler d'effet lune éventuellement, parce qu'il fallait quand même bien qu'on trouve une manière d'éclairer cette plage qui au départ, en plus, je pense que Eliza, elle pensait à faire des plans larges, enfin, de faire des choses normales, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de scènes en plus, il y a un tiers du scénario, et là, la personne me regarde comme si j'avais à peu près demandé la lune, c'est-à-dire qu'il me dit tout de suite: ah non, les chéré-piqueurs, vers les nacelles, il faut oublier, quoi. Et là, je me suis dit, et j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, mais il faut oublier parce que déjà, c'est pas accessible, c'était pas du tout prévu dans le budget. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont pensé à une manière d'éclairer cet endroit-là qui est quand même tout noir, quoi. Et donc, j'avais un peu parlé ensuite avec Elisa sur mes doutes et mes inquiétudes. Et là, elle a dit, ben, je ne sais pas du tout, il faut qu'on trouve une solution, quoi. C'est-à-dire que, et heureusement, on était en préparation, et donc la solution, c'était de toute façon, soit qu'on fait un effet lune, c'est super bien, et là, c'était pas possible, soit qu'on utilise des lumières qui étaient dites de lumière de la ville, mais ça marche pas, en tout cas par rapport à l'histoire. S'il va à la plage dans le noir complet, c'est bien pour des raisons qui sont liées au scénario. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est-à-dire qu'en plus, on tourne en Super 16, c'est-à-dire qu'on a un 500 hasard,
même si on prend les optiques et qu'on peut ouvrir à 1.3, il faut quand même bien mettre un minimum, quoi. Et c'est là où, avec Elisa, on s'est dit, bon, la solution, c'est qu'on veut éclairer les personnages, donc on va effectivement faire quelque chose de très simple, donc de faire une lumière frontale et qu'on assume totalement. C'est-à-dire que une lumière frontale, mais ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, il va dans cet endroit-là, il est censé être dans le noir, et nous, on va le rééclairer. Donc, on est contre nature de l'espace, quoi. Ça marche pas. Mais en fait, en réfléchissant, déjà, on n'avait que cette solution-là. Et en plus, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est-à-dire qu'on a un peu tourné un peu différemment le concept. Et c'est là où Elisa est une réalisatrice qui est très intuitive, mais qui est un peu cérébrale. Et en réfléchissant bien, on a dit, mais on va transformer notre espèce de petite lumière frontale, parce qu'en plus, il fallait que ça soit quelque chose qui soit sur batterie, parce que c'était trop loin pour amener des câbles, en fait. Hein. Donc, il fallait trouver une lumière frontale sur batterie et qui tienne suffisamment toute la nuit de tournage. Donc, on avait quand même plein de petits problèmes comme ça à régler. Donc, il fallait qu'on crée quelque chose. Et en fait, on s'est dit, mais si on crée quelque chose qui soit en fait une projection mentale de Francky, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il se voit et que si on ne veut plus le voir, il n'a qu'à s'éloigner de nous. Et si on veut le voir vraiment proche, il se rapprochera de nous. Voilà. Donc ça a été Beachrat. C'est-à-dire qu'en fait, tout le concept est venu de là. Et Elisa, donc elle a transformé un peu sa mise en scène en fonction de ça. Et c'était super. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très clair. Le principe, il est évident. Évident. Alors, même si, c'est-à-dire que plus on se rapproche d'une source, plus on est clair. C'est comme ça. Plus on est lumineux. Plus on est lumineux, même sur X, et plus on s'en éloigne, c'est terminé. Donc, on avait fait quand même des essais. Parce que moi, je me suis dit, attention les bons concepts, mais voyons faire comme qu'on fasse des essais, surtout que quand en Super 16, c'est sombre, c'est sombre. C'est-à-dire que la sous-exposition arrivant, c'est pas en relevant ensuite les niveaux que tout va être devenu clair, tout va devenir clair comme par magie. C'est-à-dire que je me suis quand même arrangée à faire des essais. Et là où c'est super bien, c'est que la personne qui produisait était là aussi, parce qu'en fait, tout concept, tout le monde est concerné par le concept. Et donc, il était là, il a pris avec moi les mesures, c'est lui qui notait les choses. Hélène, vous avez quoi sur votre spotmètre, blablabla, blablabla. C'est-à-dire que tout le monde était très investi dans le concept artistique, puisque le concept artistique est lié quand même à comment on va ressentir après. C'est lié aussi à l'argent, mais c'est surtout lié au film qu'on fait. Voilà. Et ça, c'était super. C'est-à-dire qu'on était vraiment tous dans le même... dans les mêmes choix et on a vu tous la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est noir, autour c'est noir, mais par contre, quand on est derrière lui et quand il flippe un petit peu d'aller dans ses chemins et qu'il a peur même de rencontrer des gens bizarres, enfin voilà, s'il a un peu peur de ça et que nous on est derrière lui avec notre espèce de petit flash, même si c'est un flash adouci, s'il entend un bruit, il peut se retourner. Et si on se rapproche de lui, il est un peu plus clair. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu un lapin pris au piège. Mais par contre, quand ensuite il ne veut plus de nous, comme quand ensuite il est nu et il part pour se laver dans la mer, il fait 3 pas, enfin 3 mètres, 4 mètres, et après il est plus visible. C'est-à-dire qu'il nous échappe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le mettre dans notre boîte, la boîte étant le cadre, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc l'extrait qu'on a vu, là c'est très précis, c'est-à-dire que l'extrait qu'on a vu, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on cadre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, après les maintes et maintes questionnements qui se fait Francky, là il n'y a plus de questionnement, on cadre ce qui se passe, on est près d'eux, et il y a un côté un petit peu désagréable. Ou pas. Mais en tout cas désagréable parce qu'on est là et il ne peut pas nous échapper. C'est-à-dire qu'il doit assumer ce qu'il fait. Et il assume.
Et donc, c'est ça, en fait, ce qu'on a essayé de le montrer sur le côté un peu lumineux, beaucoup trop lumineux. Il est dans cette boîte, il assume, et nous, on assume notre présence. Et ça faisait aussi que cet éclairage aussi à la face faisait que je pense qu'il se sentait capté, il se sentait pris au piège un peu, mais dans le sens positif du terme. Et je pense aussi que les deux personnes, quand ils savent qu'ils sont comme ça, pris au piège, ils donnent ce qu'ils doivent donner. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée qu'on voulait amener. Et là, effectivement, ça c'est de l'épaule de chez épaule, c'est-à-dire qu'on est vraiment très épaule. Et là, Isa, donc en super 16, quand c'est un peu sombre comme ça, surtout dès qu'il s'éloignait, elle ne voyait plus rien dans son moniteur. Donc elle était à côté de moi comme ça. Et puis elle n'hésitait pas à me donner une petite tape à gauche. Elle voyait qu'il fallait choper un truc concernant la main ou une petite tape vers la droite pour voir s'il y avait des trucs pas mal. Mais là, effectivement, cet extrait-là, mais total, ça, il y a un côté même un peu pris sur le vif. C'était vraiment l'impression qu'on voulait donner. Il y a d'autres moments, c'est plus découpé, mais celui-là, c'est le summum du pris sur le vif, même si c'était faux. Évidemment, on l'a fait plusieurs fois. Ce sont des gens qui jouent ce rôle-là. Hein. C'est un faux moment sexuel. On fait du cinéma, bien évidemment. Et pour revenir sur la question du Super 16 et même de la pellicule, donc tous les deux, vous travaillez toujours, enfin, tous les extraits qu'on a vus, la plupart sont en pellicule. Et du coup, comment vous faites ce choix-là? Comment vous parlez aussi avec la production de ce choix-là? Alors, moi, si je peux répondre très clairement, c'est que déjà le choix, c'est rarement nous qui on fait le choix avec le réalisateur et que c'est souvent quelque chose en tout cas moi, que j'adore et que j'essaie toujours d'aller dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'on se prend quand même beaucoup de vent. Ça veut dire qu'on se prend des refus. Je dis même que plus on le demande, plus on se prend un refus. Donc c'est vraiment difficile, en tout cas à mon niveau, je ne sais pas toi Sébastien, mais si c'est moi qui demande, généralement ça ne marche pas. C'est plutôt la personne qui réalise si elle est suffisamment forte pour imposer. Et moi, c'est très clair, hein, c'est les personnes qui réalisent, alors qu'ils savent que bien évidemment, moi je suis là à 200% et qu'on en ait parlé suffisamment, c'est les personnes qui réalisent qu'ils demandent aux productions. Moi, je sais que si c'est le chiffre qui se réalise, qui demande, alors là, chaque fois, ça ne marche pas. Donc, je préfère pas le demander. Comme ça, j'ai au moins une petite chance pour que ça soit accepté. Voilà un petit peu à mon niveau. Sachant que c'est super bien, hein, mais ça fait aussi des restrictions. Il faut bien réfléchir sur combien on a de boîtes par jour. Donc forcément, il faut aussi ce qu'on demande d'un côté, on le perd de l'autre. Dans Beach Rats, on avait très très peu de pellicules. Pour avoir le côté Super 16, elle a dû faire beaucoup prendre d'autres décisions pour pouvoir se mériter le Super 16 et mériter le nombre de boîtes par jour. Et en fait, on en avait très peu et ça allait très bien. Mais ça veut dire qu'il faut accepter aussi qu'on est obligé de faire des concessions sur plein d'autres trucs. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire que de faire des concessions pour tourner en Super 16, même en 35, moi, je veux bien en faire tout ce qu'il faut. Hein. Déjà, moins de gélatine aux fenêtres, moins de tout ça, ça aussi rentre dans le budget. Et ça, c'est super bien par rapport... Mais voilà, ça, je te laisse répondre, mais effectivement, Tu disais que tu les boîtes par jour, mais c'est-à-dire vous aviez combien, par exemple, pour Beach Rats? Ah ben pour Beach Rats, c'était super délicat parce qu'on avait, notre moyenne était entre
on était entre 5 et 7 boîtes par jour. Ouais. Et il ne fallait pas rigoler, hein. C'est-à-dire que c'était pas une boîte de plus. C'est quand même, c'était chaud, hein. Et en même temps, on n'a pas eu de manque. Avec Alice, c'est plus. Parce qu'Alice, c'est quelqu'un qui est plus sur faire plus de prises, réessayer de trucs, avoir des gens qui peuvent se permettre de se tromper dans leur texte parce que ce ne sont pas vraiment des acteurs. Elle l'impose dès le début. C'est-à-dire que de faire une restriction à Alice sur le métrage, ça ne marcherait pas. Mais donc, c'est dès le début que c'est comme ça, dans une première ligne de devis, c'est déjà écrit comme ça. Et de toute façon, c'est très clair. Quelqu'un qui veut produire un métier, ils doivent accepter que c'est de la pellicule. Sinon, elle va les voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi... voilà. Après, si c'était moi qui le demandais, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Ça ferait encore le côté « Ah ben oui, mais c'est parce que Hélène, elle veut se faire plaisir. Ah ben parce que... elle ne peut pas faire différemment, parce que blablabla. Donc, dans ce cas-là, moi, je reste invisible. Et puis, si jamais il faut faire en digital, eh ben, pas de problème. Pour justement la vie invisible de Redis Gusmao, au départ, Karim, il voulait tourner en film. Il a dit, on fera le film en film. Et je lui ai dit, mais super, mais bien évidemment, on a même préparé avec cette idée-là. En fait, il s'est essuyé un refus clairement, parce que son producteur a dit non, 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 si tu veux faire en film, tu ne feras pas le film, on le filme en digital, et c'est comme ça et pas autrement. Ben, voilà, c'est-à-dire qu'il a fallu prouver qu'on savait faire aussi en digital, parce que lui, il avait toujours tourné tous ses films avant en pellicule, et il m'a dit, mais Hélène, qu'est-ce qu'on fait? On sera capable? Ben là, mon travail est aussi de dire, mais oui, Karim, on sera capable. Et ça va être bien aussi, différemment, mais bien aussi. Mais c'est vrai que dans mon fort intérieur, pour moi, c'était évident que c'était du Super 16 ou du 35. Mais voilà, on était aussi lié à des problèmes économiques tels que de toute façon, là, je pense que ni Sébastien ni moi sont suffisamment puissant dans l'économie du film en disant non, 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 on tournera que en film ou alors c'est sans nous. Ça, absolument pas du tout, du tout, du tout, du tout. Oui, non, moi non plus, hein, c'est pas moi du tout qui choisis. C'est Michael Ers, on a fait tous ces films, à part un moyen métrage qui s'appelle Montparnasse, c'est sa seule expérience en numérique, qui se passait pourtant presque tout de nuit, donc j'allais dire qu'il était dans des conditions à peu près favorables pour le numérique, en tout cas à cette époque. Mais voilà, oui, non, c'est lui qui demande à tourner en Super 16 absolument. Mais je dirais que moi-même, donc avec lui, on doit avoir quoi, 7-8 boîtes, c'est du 7 boîtes par jour. Mais bizarrement, j'ai jamais l'impression d'être vraiment limité. C'est-à-dire que 7 boîtes, ça fait quand même 1h20, 1h15, 1h20 de rush par jour. C'est quand même beaucoup finalement. Donc moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois, c'est que finalement, si on prépare là, par exemple, pour le film de Nicolas, donc c'est lui qui a demandé à tourner en 35, et le producteur aussi était très, très pour. Donc ben, moi, c'est pareil, j'ai suivi, j'étais très content. J'ai fait des essais en 2 perfs et en 3 perfs, que je leur ai montré 2 mois ou 3 mois avant. Et bon, ben, on pouvait tourner en 3 perfos, donc on a tous choisi ça. Et bon, tout ça, c'est venu, en fait, le précédent film de Nicolas, Le Grand Jeu, on l'avait fait en numérique, mais déjà, il voulait tourner en film. Et à la fin de ce tournage, j'avais dit au producteur, j'ai dit, tu vois, parce qu'avec Nicolas, on fait 35 minutes de rush par jour.
des fois 3/4 d'heure, mais c'est vraiment le maximum. C'est très très peu finalement. Du coup, je lui avais dit, bah, tu vois, il y a quand même très très peu de rush. S'il y a un réalisateur avec qui c'est possible, voilà, c'est Nicolas. Parce que c'est vrai que plus il y a de rush, plus c'est cher évidemment. Et donc voilà, donc que ce soit pour Alice ou pour Michael Ers, c'est le réalisateur qui choisit, bien sûr, qui a suffisamment de poids pour imposer ça, parce que c'est un surcoût, c'est quand même un surcoût. Là, je tourne, enfin, le confinement l'a arrêté un tournage que j'ai commencé en Super 16 avec un tout petit budget. Par contre, vraiment tout petit. Mais c'est pareil, la réalisatrice voulait tourner en film. Et on s'est limité, alors là, bon, c'est vrai qu'on est limité sur le nombre de boîtes. Voilà, mais dès le moment, j'allais dire, dès le moment où c'est le choix du réalisateur et que la production s'accorde pour ça, je dirais que même si le budget est petit, c'est faisable, mais c'est évidemment au détriment d'autres choses. C'est ce que tu disais, Hélène. Ça fait partie des choix pour faire le film. Et alors c'est exact, je suis tout à fait d'accord. Et là, il y a une question là que je viens de voir qui était, est-ce que c'est le refus de tourner un film qui a poussé d'obtenir ce grain du mec très présent. Donc, pour la bien visible, je dis que c'était pas pour amener du grain très présent, non, c'était que peut-être que comme Karim a eu ce refus de tourner en film et que pour cacher sa déception, il a dit, Hélène, faisons un truc, utilisons le digital, mais on va lui broyer un peu sa colonne vertébrale. Donc, broyer la colonne vertébrale du digital, c'est de tout faire pour qu'on s'engouffre dans une espèce de défaut de ce procédé, quitte à l'utiliser, autant s'amuser à jouer avec le support. Et depuis ce jour-là, on s'est dit, OK, on va faire tout sauf clean, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du digital clean. Alors, on va faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des optiques qui fassent des déformations, on va mettre du flair, on va sous-exposer, comme ça on aura du grain. Et puis alors aussi, on va y mettre des couleurs, et puis on mettra de plus en plus. Et en fait, on va faire en sorte on va créer un nouveau outil pour ce film, bien évidemment, qui fasse qu'on ne regretterait pas par la suite de ne pas avoir tourné en pellicule. Et donc aussi avec les filtres et tout ça, où on essayait quand même d'avoir un rendu de peau qui pouvait correspondre à quelque chose qui pouvait faire un truc de la période, mais aussi qu'on ne regrette pas ce fameux argentique. Quitte à le faire, faisons-le en s'amusant. Donc ça a été effectivement, pour répondre à ta question, ça a été ça aussi qui a beaucoup guidé nos choix. On a encore une question pour vous deux. C'était plutôt sous forme de remarque aussi. Hélène, tu tournes un peu partout dans le monde. Tu tournes, donc là, on a vu des extraits qui se passaient en Italie, à New York. Eurydice, c'est à Rio, si je ne me trompe pas, au Brésil. Tu travailles un peu partout dans le monde, dans des lieux étrangers, assez dépaysants. Tandis que Sébastien, les films qu'on a vus là, c'est en ville, c'est Paris, donc c'est des lieux, des intérieurs, même par exemple pour Alice et le maire, qui sont pas forcément à première vue cinégéniques, on va dire. Donc j'avais un peu deux questions diverses pour vous. C'est Hélène, comment tu fais pour te créer un regard dans ces lieux-là qui sont des paysans, etc. Comment tu fais pour t'y retrouver, pour te familiariser avec ces lieux-là? Et Sébastien,
comment, si on prend l'exemple plus précis de Alice et le maire, comment tu fais à partir de ces lieux-là, donc qui sont des couloirs, des bureaux de Mireille, etc., pour les rendre cinégéniques et trouver l'élégance qu'a Alice et le maire en termes d'image? Comment tu abordes ces lieux qui peuvent paraître, entre guillemets, génériques? Qu'est-ce qui commence? Vas-y. Alors, oui, alors juste, donc, je vais répondre à la question. Donc, c'est vrai que moi, plus c'est différent, plus j'aime ça déjà. Et que le fait de ne pas connaître les endroits, ce qui est super bien, c'est que le fait de ne pas connaître les endroits, c'est que de toujours avoir l'impression d'inventer un petit peu quelque chose de différent. Et que surtout de voir, c'est aussi à travers les yeux de la personne qui met en scène que je peux aussi comprendre les décors, même si je ne les connais pas. C'est-à-dire que, en même temps, je ne les connais pas, on les voit quand même avec nos yeux en amont, donc même si on ne les connaît pas, mais c'est presque une histoire de culture, on n'est pas dans la même culture, mais en même temps, un appartement à Rio, c'est à peu près la même chose qu'un appartement en Italie. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fenêtres, un soleil qui passe par les fenêtres ou pas. C'est pas si différent que ça. Même les rues de Rio, elles sont différentes, mais pas tant que ça ne change pas tant que ça pour nous. Ce qui change, c'est le scénario. Ce qui change, c'est qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on veut donner comme impression. Mais sinon, fondamentalement, ça ne change pas trop qu'on tourne ici ou ailleurs. Ce qui change, c'est les goûts des gens avec qui on tourne et leur culture. Et c'est là où moi, je suis là pour m'adapter et je suis là aussi pour apprendre des choses nouvelles sur des couleurs, des enseignes, des couleurs de vêtements, des choses comme ça. Mais sinon, c'est plutôt une notion d'adaptation et de ce mélange de culture. Donc, mais finalement, intrinsèquement dans mon travail à moi, ça ne change pas grand-chose. Voilà pour ma réponse. Oui, qu'est-ce que je peux dire, moi, du fait... c'est beaucoup lié au réalisateur. Hein. C'est vrai que Michael, il a fait presque tous ses films dans la banlieue ouest, puis ensuite dans la capitale, qu'il aime beaucoup. Enfin, en même temps, c'est avec lui que je suis allé dans ce sentiment de l'été, il y a New York et Berlin. Et puis, non, j'y vois pas forcément une logique. En tout cas, je trouve ça, je trouve ça plutôt plus difficile presque de tourner toujours dans des mêmes lieux pour trouver un regard différent, changer. Je trouve ça, voilà, faut se nourrir à chaque fois enfin, on a donc être toujours au même endroit, ça peut aussi avoir cet inconvénient, je trouve. Et non, c'est quoi l'autre partie de la question? La question était, je me demandais en fait, quand tu as par exemple, quand tu as lu le scénario d'Alice et le maire, que tu as vu que c'était beaucoup de bureaux, des couloirs de Mireille, etc. Oui, Est-ce que tu voilà. n'as pas eu peur finalement de ça et comment tu as décidé de travailler justement l'image de ces bureaux-là? Et par exemple, de grands espaces comme il y a l'Assemblée des élus locaux aussi, qui sont des lieux. Après, comment dire, disons que c'est aussi, ça fait partie de la demande du réalisateur, quoi, qui voulait vraiment voir ces lieux. Ça me fait penser aussi bon, c'est différent, mais j'avais fait un documentaire aussi avec Dominique Marchais, où ça se passait beaucoup dans les salles de mairie, des choses comme ça, où il m'avait dit clairement, je veux voir les faux plafonds, je veux voir Nicolas m'a pas dit ça, mais il y avait un petit peu de choses comme ça. Voilà, donc comment on fait pour styliser ça? Je dirais que c'est beau. Il y a beaucoup de découpage quand même. Il voulait des plans longs, des choses très classiques où le texte est mis en avant. Donc,
C'est surtout ça qu'on a travaillé, je crois, dans les lieux, essayer de trouver un découpage qui mette en avant le texte. Après, sur la lumière, c'est vraiment très différent. Par exemple, tout ce qui est dans le bureau du maire, comme c'était et dû à la présence de Fabrice Lucchini, là, il y avait une nacelle, il y avait un gros projecteur, enfin, il y avait presque des conditions de studio, entre guillemets. C'est une énorme salle des fêtes, en fait, de 170 mètres carrés qui a été réagencée en bureau. Mais tous les grands couloirs, tous les grands espaces que je ne pouvais pas éclairer, parce que, par exemple, ceux qu'on a vus de nuit, là, je n'allais pas rééclairer alors qu'on allait faire ce plan en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Donc, ça m'est arrivé d'en faire en complète, là, pour le coup, c'est un contre-exemple, mais en complète lumière naturelle, parce que c'est à 14 heures, ce couloir était très très beau parce que le soleil tapait sur la façade qui était de l'autre côté. Alors, évidemment, j'avais très très peur qu'il fasse moche ce jour-là, et je savais que c'était une séquence qui pouvait se faire en peu de temps. Donc voilà, ça par exemple, c'était fait. Pour le coup, c'est la lumière naturelle qui a vraiment embelli le lieu, parce que sinon, j'étais obligé de jouer avec des plafonniers ou refaire de la lumière, parce que c'était un énorme couloir, et donc là ça aurait été un peu plus trivial. Mais par exemple, la lumière dans le petit bureau d'Alice, quand elle est dans son premier bureau, je pense qu'à l'inverse, j'ai presque fait en sorte que ce soit un peu moche. Enfin, en tout cas, en mettant des tubes qui n'avaient pas tout à fait la bonne couleur, et puis voilà, ou en faisant des mélanges de couleurs un petit peu bizarres qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont quand même présents, donc qui sont un petit peu gênants, alors que dès qu'elle est dans le bureau avec lui, voilà, c'est en termes de couleurs, on va dire. Enfin, disons qu'en tout cas, moi, il n'y avait pas je n'ai pas cherché de look spécialement pour le film, pour ces moments-là, quoi, de bureau. Il y avait ces différentes. Voilà, il y avait les petits bureaux, les plus gros, et disons, toute mon attention était plutôt à éclairer ces visages et à faire en sorte qu'ils portent le texte, quoi. Comme il y avait Nicolas, au départ, aurait voulu faire ça en studio. Donc, il y avait aussi un côté un peu artificiel, justement presque non réaliste. Donc, du coup, Je partage juste cette photo que tu nous avais envoyée du tournage pour montrer un peu comment tu as éclairé les grands lieux du film, parce que le film a du coup des grands bureaux, des assemblées, etc. Tu nous avais envoyé cette photo-là. ouais, Et là, j'avais juste une question, c'est du coup la lumière qui tape sur la toile de spi, il me semble, là-haut, c'est pas la lumière naturelle, tu as envoyé c'est en projecteur, ou tu as quand même joué avec la lumière naturelle? pour ce lieu-là, il n'y a pas, non, non, il y a presque pas de lumière naturelle dans ces lieux-là. Il y avait beaucoup de figurants, voilà, fallait être un peu rapide. Dans mon souvenir, il y avait une espèce de puits de lumière, un vrai puits de lumière, mais qui, du coup, quand qui donnait donc une lumière naturelle dans le lieu, mais qui, du coup, au fil de la journée, changeait complètement la couleur et l'atmosphère du lieu. Donc là, par contre, on l'a coupé, on a mis un grand borgnole en haut pour couper. Et d'une certaine manière, on l'a recréé, on va dire, en remettant une grande toile au plafond et en faisant taper un 4 kg, dans mon souvenir, sur cette toile.
Voilà, il y avait 2 grandes baies vitrées aussi sur le côté avec des gros voilages très épais qui donnaient de la lumière sur les côtés, qu'on a aussi un peu recréé. On voit vaguement un 4 kg là sur le côté qui tape sur une toile. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être. Il est 13 heures, on va pas tarder à conclure la discussion. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. En attendant, il y a une question un peu piège qu'on pose au chef opérateur et aux chefs opératrices qu'on reçoit. C'est si vous pouvez nous raconter une anecdote de tournage qui vous a marqué, qui vous a plu principalement, enfin quelque chose qui vous est resté vraiment en mémoire. Est-ce que vous pourrez nous partager cette petite anecdote pour conclure? Qu'est-ce que je peux raconter? J'en ai raconté une tout à l'heure, mais avec la fin de Sentiment de l'été. Vas-y Hélène, hein, s'il y a quelque chose qui te vient. Non, oui, peut-être je pourrais raconter comme ça juste en 2 minutes, par exemple, quand on parle de lumière naturelle et de nuit, par exemple. Moi, je sais que, comme on a parlé d'Alice de Lazzaro, Alice, elle commence toujours un peu ses films dans de la pénombre. C'est ça un petit peu qui fait sa marque de fabrique, même si elle va bientôt sûrement changer le concept. Et en fait, sur Lazzaro, j'avais l'impression d'avoir un petit peu compris bêtement ce qu'elle m'avait demandé, parce qu'en fait, c'était une histoire que ça se passe dans le noir complet jusqu'au moment où quelqu'un allume une ampoule et que l'histoire commence. Et que là, comme on est toujours un peu avec elle sur comment on voit avec nos yeux, et donc le comment on voit avec nos yeux, j'avais fait quelque chose quand même d'assez sombre qui pour elle était quand même toujours un petit peu trop clair quand même, puisqu'elle me disait oui mais tu sais on a bien dit que ils sont dans le noir, ils sont dans le noir, ils sont dans le noir, on les voit pas et après ils allument l'ampoule. Et évidemment donc je me suis laissée un petit peu avoir par ceci, parce que en fait à force de dire ils sont dans le noir, ils sont dans le noir, ils sont dans le noir, on ne les voit pas et ça commence avec l'ampoule allumée. Donc moi j'ai fait quelque chose de bien trop sombre, évidemment, avec en plus un côté sous-exposé, un peu irréversible quand nous sommes en Super 16, et que Alice, donc au montage, elle s'est aperçue que ce qui se passait dans la pénombre était quand même pas si mal que ça. Et pourquoi ne pas construire la scène où en fait il y a plein de choses qui se passent, qu'on avait filmé d'ailleurs, mais qui étaient censées être en écran noir. Et donc en fait, ça a été devenu donc à un moment donné où ça serait quand même bien qu'on les voit et qu'on les voit quand même dans la pénombre, mais qu'on les voit quand même. Et puis évidemment, quand on a fait les essais, et là c'était très 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 sombre, on les voit quasi pas, et donc on a passé beaucoup de temps à essayer de quand même de dégrainer, redégrainer, dégrainer, redégrainer, afin de voir quelque chose. Et finalement, c'était très très sombre, et que quand on voit Lazzaro et que c'est sur un grand écran, il y a un phénomène de grain énorme, et que là, voilà, on parlait de pénombre et de nuit, et là, le côté jusqu'où on peut ne pas aller, et là, j'étais allé trop loin, mais en même temps, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Et je suis vraiment ennuyée parce que je dois vraiment partir avec ma fille qui m'attend là. Je dois l'amener dans un endroit un peu important. Donc, si je quitte assez vite, ne m'en voulez pas, mais je dois vraiment partir avec elle. Voilà, donc ne m'en voulez pas si je pars assez vite. Mais c'était avec un immense plaisir d'être parmi vous. Voilà, Sébastien, à toi. Je raconte vite fait. Alors, à cause du côté sombre, tout ça me rappelle un petit truc qui m'est arrivé aussi sur un film qui s'appelle Max et Lenny. Le film se passait à Marseille. Le réalisateur voulait vraiment qu'on filme la ville. Et il avait notamment un point de vue dans les hauteurs où on voyait toute la baie de Marseille. Et je lui dis, mais et ça se passait de nuit. Je lui dis, mais tu sais qu'on ne verra pas la mer.
ce sera tout noir. Il me dit, ah, mais non, non, tu verras, on la voit très bien, même de nuit. Je dis, mais non, je te jure. Même, donc on était en numérique. Je dis, je te jure qu'on ne verra vraiment rien. Et je lui dis, bah, écoute, on va faire des essais à cet endroit-là, de nuit, ce qu'on a fait. Et en fait, on fait les essais, puis je vois à l'œil, en fait, on tournait ces essais une nuit de pleine lune, avec la lune vraiment pile en contre-jour par rapport à nous. Et on voyait très très bien la mer à l'œil nu, et on regarde les essais et avec un bon contraste, et on voyait très bien la mer. C'était avec une Alexa. Il m'avait dit, bah, tu vois. Et bon, donc j'avais regardé les trucs. Je me suis dit, mais non, c'est à cause de la Lune. Tu vas voir que, effectivement, ensuite, dans le plan de travail, bon, ça a été impossible de s'arranger avec la Lune. Donc, on a tourné une nuit sans Lune. Et là, on ne voyait plus rien du tout, même en numérique. C'était tout noir, quoi. Mais voilà, du coup, je m'étais dit, bon, faire attention à choisir le bon jour quand on fait nos essais, parce que ça peut être improductif des fois. Voilà. Merci du coup à toi Sébastien, à toi Hélène pour être venue pour discuter avec nous. Merci aussi à Sabine pour avoir organisé cette rencontre. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Eh ben, merci à tout le monde et voilà, c'était très bien d'être ensemble. Merci beaucoup et à vous. Et merci Merci. beaucoup et à bientôt. Ok, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.